Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 38e jour de compétition du côté de ce Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. On parlera de la bagarre en tête de course. Vous voyez les écarts extrêmement réduits entre les trois premiers. On parlera également du petit groupe derrière de poursuivants qui ne ménage pas vraiment ses efforts pour tenter de revenir. Et puis voilà, on parlera des petits soucis techniques à droite, à gauche également. Et puis on fera un point sur la météo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, je rappelle que ce soir, il y aura une vidéo cyclisme sur les moments marquants de la saison. Il y a eu un bilan des coureurs français hier, qui est toujours en ligne en ce moment. Puis vous avez également un bilan des retraités, voilà, des retraités de la saison également. Ça, c'était une vidéo qui était en ligne lundi. Demain, biathlon sur la chaîne aussi, en plus du Vendée Globe. Et ça nous tiendra en haleine. Le Grand Bornand, Annecy, le Grand Bornand, de jeudi à dimanche. Puis il y aura peut-être une vidéo cyclisme dimanche. Il y en aura une lundi, ça c'est sûr. Avant une pause pour le 24 décembre. Si vous voulez me soutenir de moyens, soit vous vous abonnez à la chaîne, vous rajoutez la petite cloche, plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième solution, ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la vidéo du jour et la météo. Vous voyez, avec deux systèmes, encore une fois, météo différents entre les bateaux de tête et le groupe de poursuivants, séparés par cette zone de molle, tout simplement, cet anticyclone qui est ici, et on a soit un groupe qui est devant, anticyclone, soit un groupe qui est derrière l'anticyclone. Dans un cas comme dans l'autre, il y a du vent et des conditions de navigation qui sont plutôt bonnes, même si la différence est que là, il y a peu de mer, il y en a un peu plus, notamment pour Justine Métro, ça reste quand même des situations assez raisonnables. Comment la situation va évoluer dans les prochaines heures? Eh bien tout simplement la zone de vent va se décaler, donc la dépression qui tienne quand même depuis plusieurs jours, hein, cette dépression là va encore se décaler, mais elle va perdre en intensité, alors que la zone de vent des concurrents de tête, elle va gagner un petit peu en intensité, sauf que vous voyez qu'ils vont être chassés, les trois de devant, par cette zone de molle, et que derrière, eh bien, il va y avoir du vent, mais la zone va être assez réduite entre la zone d'exclusion des glaces et la zone de course et la zone de molle également. Hein. Il y aura à peine, si on prend la petite flèche, vous voyez, il y aura à peine 110 000 de large, donc ça va être un petit couloir hyper étroit. L'avantage, c'est qu'il va s'agrandir au fur et à mesure, parce que cette zone de molle va plutôt partir au nord. Donc eux pourront passer un petit peu au sud pour tirer des bords avec la zone des glaces, mais ça va peut-être les ralentir par rapport aux bateaux de tête qui, eux, auront du vent, et du vent quasiment ensuite pendant très longtemps. Mais voilà, on est à peu près dans deux systèmes météo différents, et la question est de savoir est-ce que les concurrents de derrière arriveront à revenir sur les concurrents de devant. Mais pour cela, il va falloir cravacher, vu que devant, ça va quand même très vite sur les dernières heures de course, et on voit que la situation va être un peu plus favorable en termes de vent pour les concurrents de tête, avec un niveau de mer qui reste très raisonnable aussi quand vous regardez. Donc ça va être plutôt à l'avantage, je dirais, des concurrents de tête dans les prochaines heures de course. Derrière, c'est compliqué hein, pour Clarisse Kremer, Samantha Davis, Benjamin Dutreux et Romain Athanasio aussi, qui s'enterrent dans cette zone de molle. Alors, j'ai l'impression que Clarisse Kremer et Samantha Davis vont réussir à sortir un petit peu. Il va falloir peut-être faire du prêt, c'est loin d'être confortable, et ça reste quand même des conditions qui sont très instables. Surtout elles sont très nord, je pense qu'elles voudraient être un peu plus proches de la zone des glaces, et ouais, la situation va être dure dans les prochaines heures. Encore, vous voyez, ça va être vraiment de la navigation au près, peut-être pendant 2 jours quasiment de navigation au près pour tenter de récupérer du vent un petit peu plus favorable. Et encore, vous voyez que le vent il n'est pas très favorable ici encore, donc ça va être une navigation qui va être chiante, et sinon vous avez cette zone de molle, donc ça veut dire que c'est très bloqué. Et si on regarde aussi pour les concurrents du groupe des bateaux à dérive, oui, ça sera quand même très tourmenté dans cette zone-là, donc loin d'être évident. On regarde un petit peu la situation tout de suite des bateaux à dérive droite. Vous voyez, il y a pas mal de vent. Là encore,
des conditions de mer qui se sont bien calmées pour le groupe de 5 à l'avant, avec Isabelle Yoshke, on va dire jusqu'à Tanguy le Turquet, même si Tanguy le Turquet est un petit peu décalé au sud, donc avec un petit peu plus de mer. Et vous voyez, il y a quand même une séparation désormais au niveau course entre ce groupe-là et le groupe suivant. On reste pour le moment, on va dire, dans des schémas météo proches, mais on ne peut plus vraiment dire qu'on est dans le même schéma météo totalement, parce que eux, ils sont en train de s'échapper par devant, alors qu'eux vont rester un petit peu plus bloqués derrière. Et vous voyez qu'en plus, ils vont se faire traverser par la dépression qui va ensuite aller sur les bateaux de tête qui auront des conditions de mer idéales parce que cette dépression se sera un petit peu calmée en termes de vent. Donc ça sera vraiment plutôt pas mal pour avancer. Après, la question est de savoir s'ils vont réussir à éviter la zone de molle dans les mers dans le passage entre l'Indien et le Pacifique. Et là, ça va pas être si évident que ça pour eux. Également, donc il faudra éviter cette zone de molle, ce qui pourrait peut-être permettre au groupe de derrière de revenir s'ils tombent un peu trop dans de la zone de molle. En ce moment, pas mal de mer, encore une fois, pour Guirec Soudé, hein, quand on regarde, c'est encore pas loin de 5 mètres, 6 mètres de creux. Donc là, ça reste encore assez costaud. Et puis, ça s'est calmé pour Jinkunshu, parce qu'au niveau des Kerguelen, c'était quand même un petit peu costaud. Et par contre, un peu plus de mer pour Manuel Cousin et Amédéo, qui font des moyennes tout à fait correctes en ce moment, aux alentours de 300 000. Voilà, 350 000 même, voilà. Donc ça accélère bien pour eux. Ils font une très bonne journée en ce moment, Manuel Cousin. Et Fabrice Amédéo, dont on ne parle pas forcément énormément depuis le début de la course, eux qui sont un petit peu derrière, voilà, tout simplement. On regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau information dans les 24 dernières heures. Déjà, première information, la zone d'exclusion arctique a été modifiée de nouveau, notamment au niveau du point Nemo. Elle a été rehaussée de 60 000, donc c'est-à-dire rehaussée, donc la zone de course est plus petite, voilà, tout simplement. Je rappelle que le point Nemo, c'est le point le plus éloigné d'une terre. Voilà, il n'y a pas d'île au niveau du point Nemo, hein, c'est un point totalement artificiel, c'est au milieu de l'eau, voilà, hein, c'est de l'eau, hein, tout simplement, il n'y a pas de terre à cet endroit-là, et c'est le point le plus éloigné d'une terre. C'est-à-dire que c'est, voilà, soit c'est la Nouvelle-Zélande qui peut vous aider, soit le Chili, mais il faudra quand même attendre au moins 4-5 jours avant de recevoir de l'aide, donc il faut mieux pas avoir de problème technique à ce moment-là de la course. Charlie Dalin, lui, eh bien, dans les commentaires, on se posait la question, eh bien, certains avaient raison. Charlie Dalin, alors, je suis obligé de zoomer pour l'avoir parce que vous voyez qu'avec Johan Richomme, les écarts sont extrêmement réduits. Charlie Dalin avait bien un problème de voile. Moi, j'étais plutôt parti du principe qu'il était en train de bricoler, de faire, on va dire, un petit peu du bricolage général. Non, il avait un problème de voile, Charlie Dalin. Ça lui a pris quand même 36 heures à réparer. Alors, il a dit à 30 nœuds dans la soute à voile, c'est pas l'idéal pour réparer, mais je pense que c'était pas une petite déchirure, c'était pas un petit trou dans la voile, ça devait être quelque chose de plus important. Voilà, du côté de Charlie Dalin. Il n'a pas indiqué c'était quelle voile. Pour moi, c'était pas une voile à poste, donc c'était pas notamment la J2. Donc est-ce que c'était le fractionné, est-ce que c'était une autre voile qui lui posait problème, d'où des moyennes qui n'étaient pas exceptionnelles. Mais là, depuis ce matin, il est reparti, enfin même depuis hier, il est reparti sur un gros rythme et ça se tire énormément la bourre avec notamment Johan Richomme et Sébastien Simon. C'est une belle régate au milieu du Pacifique entre les deux. Mais voilà, donc problème de voile, d'où les moyennes qui étaient un petit peu plus basses il y a 2 jours, il y a 3 jours. Tout simplement parce que déjà il était en train de réparer, mais deuxièmement parce qu'il lui manquait peut-être une voile importante à ce moment-là de la course. Mais encore une fois, il n'a pas indiqué la voile qui était réparée. Il faut savoir que les concurrents n'ont pas obligation d'indiquer qu'ils ont des problèmes à la direction de course. Ils peuvent ou non communiquer sur un problème. La seule, on va dire, obligation qu'ils ont, c'est que si c'est un problème qui les met en danger, donc là il faut prévenir la direction de course qui peut s'occuper de prévenir notamment la marine australienne, notamment la marine chilienne ou la marine française pour pouvoir vous aider en cas de problème. Il faut prévenir également normalement quand on monte au mât, quand on est obligé de plonger également sous le bateau, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, la direction de course, donc le directeur de course et ses équipes
qui sont chargés de la sécurité de l'épreuve vont avoir un œil un peu plus attentif sur vous, mais vous pouvez ne pas dire que vous avez perdu une voile. Vous n'êtes pas obligé de le dire. On peut se référer notamment à ça, à la Route du Rhum. Il y a 2 éditions de la Route du Rhum, le fameux match Francis Joyon avec François Gabard, les deux sur des multicoques. François Gabard, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivaient la voile à ce moment-là, eh bien François Gabard n'avait pas des moyennes exceptionnelles par rapport à Francis Joyon à partir de la mi-course, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas beaucoup d'avance par rapport à Francis Joyon, et on se disait, bon, c'est peut-être qu'il sécurise, peut-être que Francis Joyon, qui avait un bateau certes plus âgé, mais avait bien optimisé son bateau et attaqué parce qu'il avait pleine confiance dedans, et que François Gabard contrôlait l'écart. Pas du tout. François Gabard, en fait, il avait la moitié du bateau qui était pété. Pour tout vous dire, il avait perdu des foils, il avait un bateau qui avait un problème au niveau du safran aussi, le bateau était très endommagé, et il l'a quasiment pas dit. En fait, il l'a dit à 6-7 heures de l'arrivée en Martinique. Avant, en fait, il ne l'avait pas dit sur la Route du Rhum du tout, qu'il avait des problèmes. Donc c'est à une quinzaine d'heures de l'arrivée, parce qu'il faut savoir que la Route du Rhum, il y a une petite particularité au niveau du parcours du côté de la Route du Rhum, c'est que vous devez contourner, pardon, j'ai dit la Martinique, c'est la Guadeloupe que vous devez contourner, pardon, du côté de la Route du Rhum. Donc il faut contourner toute la Guadeloupe. Le souci, c'est que c'est très filmé. Et là, en plus, c'était filmé à l'époque encore par France O, qui était présent, et donc Guadeloupe la première aussi, qui diffusait notamment l'arrivée au nord de la Guadeloupe des bateaux. C'est seulement quelques heures avant, dans une vidéo, que François Gabard avait dit qu'il avait eu quelques soucis avec son bateau. Et quand on a vu le bateau arriver au nord de la Guadeloupe, oui, c'était pas que quelques petits soucis, il était bien endommagé. Et puis après, on se souviendra de la difficulté qu'aura François Gabard autour de la Guadeloupe, du retour de Francis Joyon et de la victoire de Francis Joyon pour 3 minutes, quelque chose comme ça. Vraiment un écart extrêmement réduit lors de cette édition de la Route du Rhum 2018, avec un écart extrêmement réduit entre les deux concurrents. Et il y en a quelques-uns qui ont connu cette épreuve-là, parce que par exemple, un Johan Richomme s'imposait en classe 40 cette année-là, et un Paul Meillat s'imposait en IMOCA lors de cette épreuve. Et Francis Joyon, voilà, avait gagné avec une avance extrêmement réduite, avec 6 minutes, voilà, 6 minutes, non, 7 minutes d'écart, pardon, j'avais un peu décalé au niveau voilà, j'avais dit un peu moins, mais non, c'était 7 minutes d'écart, voilà. Le problème, et l'écart avait été extrêmement réduit, et tiens, on peut voir, Paul Meillat s'était imposé avec 2 heures d'avance sur Yann Eliès, avait été très serré, et puis c'était même la première course de Charal à l'époque, et Johan Richomme, lui, avait gagné avec une avance un peu plus importante, hein. Il avait gagné avec 8 heures d'avance sur Aymeric Chapelier à l'époque, voilà, pour la Route du Rhum. Mais voilà, c'était pour vous indiquer qu'on n'a pas l'obligation de dire qu'on a un problème. Voilà, vous pouvez ne pas dire que vous avez des soucis. De toute manière, les concurrents ne disent pas tous les problèmes qu'ils ont à l'intérieur des bateaux. Parfois, parce que ça sert également un peu d'intox. Dire qu'on a un problème, ça peut donner l'idée à certains concurrents d'attaquer pour essayer de vous croquer. Or, si vous dites que tout va bien, que vous avez le grand sourire, eh bien les autres ne vont pas essayer de vous revenir dessus. C'est un peu comme en Formule 1, quand vous avez la radio dans les voitures et que vous avez des messages qui sont parfois des fausses informations pour essayer de contrecarrer les plans adverses. Eh bien, c'est également le cas en voile, hein. On peut balancer comme ça des petites fausses informations, pas dire qu'on a des problèmes, pour ne pas donner l'envie à un adversaire de vous attaquer. Deuxième concurrent qui a eu des problèmes, c'est Tanguy Le Turquet. Tanguy Le Turquet, un petit problème, un gros problème même quand même structurel pour le moment sur son bateau, mais réparable avec son équipe technique. En fait, un longeron s'est décollé, donc c'est une pièce qui permet
de stabiliser la structure du bateau. Donc c'est une pièce qui traverse un peu l'intérieur de la coque du bateau, enfin l'intérieur, voilà, côté habitat, on va dire, du bateau, notamment à l'intérieur de la soute à voile ou à l'intérieur du cockpit, et qui permet donc de rigidifier le bateau. Et cette pièce-là, donc, c'est décollé, c'est-à-dire que le bateau est moins rigide, donc il faut tenter de stratifier, de recoller tout ça du côté de Tanguy Le Turquet. Donc il a des moyennes un peu moins bonnes pour le moment et il essaye quand même de ne pas se faire décrocher par Benjamin Ferré ou par Alan Roura, notamment, qui sont les concurrents qui sont devant lui. Sébastien Marcet, quant à lui, juste derrière, a eu également un problème technique, et pourtant ça avance quand même fort pour Sébastien Marcet. Problème d'hydrogénérateur, c'est-à-dire que son hydrogénérateur a été fracassé par les vagues. En fait, il n'y a plus de pales sur son hydrogénérateur. Je rappelle le principe d'un hydrogénérateur. Vous avez une tige, on va dire, avec un système d'éolienne en dessous, sauf qu'au lieu que l'éolienne tourne grâce au vent, elle tourne grâce à l'eau et grâce aux vagues qui vont permettre de faire tourner la turbine. Donc c'est un mélange entre on va dire l'éolienne et les barrages hydroélectriques. C'est un peu un mélange des deux, on va dire. Et le problème de ce système-là, c'est que c'est un système qui marche très très bien. Alors c'est très efficace pour recharger les batteries des bateaux, mais c'est assez fragile. Et Sébastien Marcet disait que là, ça a explosé complet, il a perdu toutes les pales. Donc, il a utilisé un hydrogénérateur de secours, mais il était un petit peu inquiet parce qu'il trouvait qu'il avait déjà utilisé pas mal de pièces de réparation sur son bateau et qu'il se disait qu'il y a peut-être un moment où ça va être problématique pour Sébastien Marcet d'avoir utilisé autant de pièces de secours. Après, il disait, Sébastien Marcet, son objectif, c'est d'éviter d'utiliser pour le moment énormément le moteur essence pour essayer d'économiser du carburant et essayer ensuite de l'utiliser peut-être dans d'autres portions de la course où ces hydrogénérateurs auront peut-être été un petit peu plus en difficulté et qui seront un petit peu détruits, mais forcément ça aide pas trop les surfs dans les vagues, les hydrogénérateurs, c'est pas le truc préfère ce type de pièces. Mais voilà, Sébastien Marcet un petit peu inquiet de la consommation de pièces qu'il a en ce moment et des problèmes, parce que c'est vrai qu'hier il a déjà un problème de chauffage, là maintenant un problème d'hydrogénérateur. Ça commence à s'accumuler un petit peu, voilà, du côté de Sébastien Marcet. Et puis on termine avec Antoine Cornic, Antoine Cornic, deux soucis aujourd'hui. Il disait, comme dit le proverbe de Michel Desjoyaux, un Vendée Globe, c'est une merde par jour. Il disait, il y en a 22 aujourd'hui. Alors, première merde, c'est qu'il a fait un départ OTA et qu'il a cassé une fixation, enfin un axe au niveau du pilote automatique. Donc pour le moment, il disait qu'il y avait encore trop de mer pour pouvoir le réparer, mais c'est réparable pour le moment. Il utilise le pilote automatique numéro 2. Parfois, les pilotes automatiques de secours sont un peu moins performants. Donc ce qui peut peut-être jouer sur une moyenne un petit peu plus basse du côté d'Antoine Cornic. Et puis il avait un problème de désalinisateur également. Donc il a dû le remplacer, changer des pièces de son désalinisateur qui reproduit de l'eau. Et ça, vous savez que ça fait partie des pièces où, encore une fois, ça cause un abandon. Vous avez le mât, vous avez un problème de quille, mais également désalinisateur inopérant. C'est un abandon parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de l'eau douce à bord. Donc forcément, vous êtes en déshydratation et vous ne tenez pas très longtemps. Donc c'est vraiment ce qui peut arriver de pire, le désalinisateur. Un problème de désalinisateur sur un Vendée Globe, c'est vraiment le pire. Bon, on regarde un petit peu le classement général pour le moment avec cette énorme bagarre que vous voyez en tête de course pour le moment sur des directions différentes. Sébastien Simon toujours un petit peu plus nord que ses petits camarades qui sont un petit peu plus au sud. Alors sur les 4-5 dernières heures, ça marche un peu mieux
au sud qu'au nord. Mais il y a un moment, Sébastien Simon s'est retrouvé avec 25 000 d'avance sur ses petits camarades. Ça, c'était hier soir. Et puis cet écart s'est un petit peu réduit. On va revenir même sur cette bagarre entre les droits pendant la nuit. Et vous allez voir comment les changements de position se sont réalisés. Donc hier, 15h, quand nous, on prend, on va dire à l'antenne, quand nous, on fait la vidéo à 11h hier. Donc 11h, c'était ici. Hop, hop, hop. Le point de 11h. Donc vous voyez, Sébastien Simon revenait très fort sur les concurrents de devant, c'est-à-dire Charlie Dalin, Johan Richomme. À ce moment-là, Johan Richomme venait de prendre la tête à Charlie Dalin. Et vous allez voir les changements de position. Donc vous voyez, Sébastien Simon au point de 15h s'est rapproché à 3000 seulement de retard par rapport à Charlie Dalin. Pourquoi? Charlie Dalin et Johan Richomme avançaient à seulement 60 000, 65 000 alors qu'on était à plus de 91 000 de parcouru en 4 heures pour Sébastien Simon. Donc forcément les 30 000 d'écart se sont réduits extrêmement vite. Voire, vous le voyez encore une fois à 19h, Sébastien Simon se retrouve à avoir 25 000 d'avance parce que là encore une fois, Richomme Dalin complètement bloqué alors que lui continue d'avancer, donc ce qui lui permet de prendre de l'avance. À 23h, cette avance se stabilise aux alentours de 27 nœuds. Donc là encore avec des différentiels de vitesse un peu moins marqués, avec toujours un petit peu plus de vitesse pour Sébastien Simon, mais seulement 3000 d'avance par rapport à Richomme et Dalin. Et puis vous allez voir que la situation s'est inversée dans la nuit. À 3h du matin, Charlie Dalin revenait avec Johan Richomme à ses trousses, mais il avait fait un petit écart par rapport à Johan Richomme, donc il a réussi à retrouver du vent plus vite. Et là, vous voyez que les différences sont inversées, 20 000 de plus pour Dalin par rapport à Simon. Et puis là, désormais, à 11h, la situation était transformée avec un statu quo, c'est-à-dire un match entre Dalin, Richomme, Simon, avec des vitesses qui étaient extrêmement proches entre les deux concurrents. Et puis à la fin, hop, à 15h, et bien désormais, Sébastien Simon a 5000 de retard sur Charlie Dalin et Johan Richomme, mais toujours en régate, vous voyez, seulement 1008. Les deux ont même filmé une vidéo, Charlie Dalin, qui montrait le bateau de Johan Richomme. Il faut savoir que dans ce genre de situation, les concurrents vont un peu s'épier, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir la taille des voiles, donc est-ce qu'il est au maximum de la grand voile ou pas au maximum de la grand voile, quelle voile d'avant il utilise, pour savoir, eh bien, est-ce qu'il va plus vite parce qu'il a des meilleurs réglages, est-ce qu'il va plus vite parce qu'il a plus de toile que toi, ou est-ce que tu vas plus vite parce que tu as des meilleurs réglages ou parce que tu as plus de toile que lui. C'est toujours un regard par rapport à l'autre bateau qu'on essaye de voir à ce moment-là. Et c'est vrai que cette année, on peut en profiter parce qu'il y a pas mal de petites situations de régate en ce moment sur ce Vendée Globe. Donc tout le monde essaye un petit peu de ses pieds de se regarder. On l'avait vu également en début de course, voilà, avec Johan Richomme, Sébastien Simon, les deux se regardaient aussi. Ben là, c'est pareil. En Australie, c'était le cas. Et ben là, c'est pareil. Entre Johan Richomme et Charlie Dalin, c'est plus compliqué pour Sébastien Simon parce que, Sébastien Simon est bien plus loin. Vous voyez quand même les moyennes sur les 4 dernières heures, ça tartine, comme on dit dans le jargon, ça cravache, ça pousse fort, avec 96 000 de parcouru pour Johan Richomme, 97 pour Charlie Dalin, et même Sébastien Simon a parcouru 94 000 sur les 4 dernières heures, donc ça va extrêmement vite. Est-ce que ça veut dire que derrière, on s'est pris un éclat? Eh bien non, parce qu'on reste à 600 000 de retard. Parce que là aussi, le petit groupe Jérémy Bayou, Ruyant, Lunven continue de cravacher avec un Nicolas Lunven qui est pour le moment le concurrent qui a parcouru avec Thomas Ruyant, les deux concurrents qui ont parcouru le plus de 1000 avec 548 000 parcourus par Thomas Ruyant, 98,5 sur les 4 dernières heures. Donc il va une chouille plus vite que tout devant. Et puis Nicolas Lunven, lui, qui est toujours à la même vitesse que le concurrent Charlie Dalin. 542 000 quasiment de parcouru sur les 24 dernières heures. Il est resté pendant une trentaine d'heures à avoir 580 000 de parcouru en 24 heures. C'est pour dire les cadences qu'il arrivait à envoyer pendant 30-40 heures. Ils ne sont pas descendus les trois sous les 90 000 de parcouru en 24 heures. En 4 heures, pardon. Les 90 000 de parcouru en 4 heures.
Donc ça veut dire que ça cravaché sec, sévère. Il y a notamment Nicolas Lunden qui a eu le temps de faire des petites blagues à l'intérieur de son bateau. Mais surtout la vidéo de Thomas Ruyant, où vous voyez que les bateaux mouillent énormément. Parce qu'un IMOCA, dès que ça commence à aller vite, ça commence à prendre pas mal de flotte que c'est attaqué sévère, c'est attaqué vraiment costaud. Et Jérémy Bayou est pas loin non plus de ce petit groupe-là avec 537 000 de parcouru, quasiment 95 000 sur les 4 dernières heures. Ensuite, on retrouve Yannick Bestaven, un petit peu plus lent, mais qui est quand même à 89 000 de parcouru en 4 heures, mais juste un petit peu plus lent. Et puis Paul Meillat, qui je pense s'est fait un petit peu avoir un moment à être un petit peu trop nord, donc à avoir un petit peu moins de vent, parce que dans ce schéma météo-là, être au nord n'est pas forcément intéressant, il faut réussir à jauger entre nord et sud. Vous voyez que Boris Herman aussi, un petit peu plus sud, c'est peut-être pas forcément intéressant, parce que Goodchild... Quoique par rapport à Goodchild, on voit qu'il est sur les mêmes moyennes, mais Goodchild est un bateau plus âgé que Boris Herman et en ce moment un petit peu en difficulté. Donc Jérôme Bestaven est vraiment pas mal et il disait que c'était pas vraiment la Côte d'Azur, enfin les Caraïbes, plutôt du côté de Bestaven, qui disait que ouais, là c'est des conditions qui sont dures. Johan Richomme, il disait que dans son bateau il faisait 4 degrés, donc ça commençait à piquer sévère, vraiment au niveau des températures. Jin Kunshu également est dans des conditions extrêmement froides, le concurrent chinois. Donc voilà, on voit que la température de l'air n'est pas énorme. Là en ce moment il fait 4 degrés, sur la tête de course il fait même 2-3 degrés grand maximum. Donc c'est quel concurrent? C'est plutôt Samantha Davis qui ont presque des conditions chaudes avec 10 degrés. Et puis toujours Manuel Cousin qui lui est sur du 17,5 et donc n'a pas encore mis les polaires, mais je peux vous dire que derrière c'est vraiment des conditions de vie qui sont très dures, et puis l'eau n'est pas beaucoup plus chaude à 3-4 degrés. Je peux vous dire que c'est des conditions qui sont extrêmement dures. Donc on retrouve Lunven, Bayou, Bestaven, Paul Meillat, donc toujours avec Biotherm qui avance fort. C'est vrai qu'il s'accroche toujours. Il est toujours en train de s'accrocher et de cravacher, Paul Meillat avec Biotherm. Mais je pense que comme Boris Herman, c'est des concurrents qui sont plutôt en confiance avec leur bateau et qui se disent que leur bateau est plutôt fiable. Vous voyez que Nicolas Lunven, Bayou et Thomas Ruyant sont à 600 000 de retard, donc à peu près 1 jour et demi de navigation. Voilà, on dirait entre 32 et 35 heures de retard. Et puis, du côté de Paul Meillat, Boris Herman, Sam Goodchild, là on est plutôt à 2 jours de retard en termes de navigation. Justine Métraux, elle était plutôt à un peu plus de 2 jours. Je dirais qu'elle est à 52-53 heures de retard de la tête de course. Voilà, du côté de Justine Métraux, toujours première féminine dans le classement. Mais je rappelle que c'est un sport unisexe, mixte. Donc on s'en fout un petit peu de savoir si c'est une fille ou un garçon. L'idée est déjà de gagner. Voilà, du côté de Justine Métraux, qui navigue en ce moment à 70 000. Les conditions de vie étaient assez dures, parce qu'elle elle s'est fait un moment, elle s'est retrouvée, ça fait depuis en fait 2 jours et demi, grosso modo, qu'elle est au milieu du front. Si vous regardez bien, ça fait depuis quelques heures, voilà, Justine Métraux, qui est donc 11e. Qu'elle est au milieu du front, donc elle s'est retrouvée parfois dans des zones de vent difficiles, dans des zones de mer très compliquées. Si on regarde là, vous voyez, elle s'est retrouvée dans le blanc quasiment, donc avec de la mer à 5-6 mètres. Donc ça fait quand même quelques jours là où elle est dans des conditions très difficiles, et contrairement à Sam Davis et à Clarisse Kremer, elle a réussi à tenir la dépression, ce qui n'a pas été le cas de ces 2 concurrentes derrière qui, elles, se retrouvent complètement dans la molle. Clarisse Kremer, extrêmement frustrée par ses problèmes techniques, parce qu'elle était partie poursuivre Justine Métraux, et puis Samantha Davis qui, elle, ne l'a pas senti tout simplement, mais doit peut-être le regretter d'avoir peut-être été un petit peu trop prudente dans l'affaire, parce que là elle se retrouve vraiment dans une situation bien compliquée et avec une route bien fermée devant elle. Benjamin Dutreux, lui, est à 404 000 en 24 heures, donc un peu mieux que Romain Attanasio, mais vous voyez, c'est quand même pas des vitesses hallucinantes, 51 000 seulement parcourus sur les 4 dernières heures, contre
34,3 pour Attanasio, et je pense qu'Attanasio, ça va pas s'améliorer dans les heures à venir. Vous voyez que le vent voilà, il va vraiment tomber dans de la molle, et puis la dépression n'arrive pas, parce que la dépression est dans la zone d'exclusion arctique, donc on ne peut pas la récupérer. En ce moment, Damien Seguin joue vraiment avec le feu, hein, vous voyez, avec la zone d'exclusion arctique, il n'y a pas grand-chose en écart entre sa trajectoire, même pas 1 mille de décalage. Ouais, vous voyez, par rapport à la zone d'exclusion arctique. Donc c'est vraiment une grosse prise de risque, parce que je rappelle que le règlement est fait de telle sorte, et notamment c'était arrivé à Jean-Pierre Dick en 2016-2017, que si vous rentrez dans la zone d'exclusion arctique, vous devez, suivez bien ma petite souris, vous devez, donc si vous rentrez ici, au bout du bateau Damien Seguin, si vous rentrez ici dans la zone d'exclusion arctique, imaginons que vous avancez pendant quelques heures avant de vous en apercevoir, ce qui est arrivé à Jean-Pierre Dick, je crois qu'il avait avancé pendant 3-4 heures. Et bien ensuite, ce qu'il faut faire, c'est faire demi-tour, donc navigation au près, et repasser, par exemple, ici. Il ne faut pas repasser de là. Là, vous n'aurez pas fait votre pénalité. Il faut repasser ici. Ça vous prend un temps fou. Donc, il ne faut vraiment pas rentrer dans cette zone d'exclusion arctique. Derrière, le groupe Isabelle Yoshke, Jean Le Cam. Vous allez voir que Jeannot Le Cam, il a une moyenne de dingue, quasiment 500 000 de parcourus avec un bateau à dérive droite. Il est dans le top 10 des bateaux qui ont parcouru le plus de 1000 en 24 heures. C'est assez hallucinant quand même les moyennes de Jean Le Cam. Hier c'était Tanguy Le Turquet, là aujourd'hui c'est Jean Le Cam qui va extrêmement vite, et c'est le cas depuis plusieurs jours. Benjamin Ferré est toujours au-dessus des 400 000 aussi. Cette semaine il y a une seule journée seulement où il a été en dessous des 400 000 parcourus en 24 heures, malgré ses problèmes de quilles qui sont réglés. Alors Benjamin Ferré, les conditions de vie étaient vraiment extrêmement dures. Il le disait, il s'est fait passer par un peu de mer. Il y avait beaucoup de mer même sur lui hier soir. Voilà, il s'est retrouvé dans une mer assez agitée pendant la nuit. Enfin, la nuit pour lui et le jour pour nous. Et ça a été des conditions extrêmement dures pour Benjamin Ferré. Et vraiment, les images à l'intérieur du bateau sont très impressionnantes. Et pourtant, c'est des images de nuit, mais il disait qu'il y avait beaucoup de vent. Il y avait 35-40 nœuds. Enfin, voilà, c'était assez hallucinant pour lui. Et il disait que de toute manière... il y a pas mal de concurrents qui disaient de toute manière, depuis qu'on est dans l'Indien, le Cap de Bonne-Espérance, on a du vent tous les jours. Et Benjamin Ferré disait qu'il n'est pas descendu en dessous des 35 nœuds quasiment depuis le passage du Cap de Bonne-Espérance. Donc c'est pour vous dire que les conditions sont vraiment assez difficiles et quand même éprouvantes pour les concurrents à l'intérieur des bateaux. Donc on retrouve ensuite Tanguy Le Turquet un petit peu plus au sud. Pour le moment, c'est moins efficace. On verra s'il va être aidé ensuite par la dépression. Normalement, il devra avoir un petit peu plus de vent que ses petits camarades, donc ça pourrait l'aider, mais avec encore une fois une mer qui devrait être plus agitée aussi que ses petits camarades, avec 4 mètres, 4 mètres 50 contre 3 mètres, 3 mètres 50 de mer pour le groupe, on va dire, Jean Le Cam. Et puis derrière, il y a une scission qui est en train de se faire quand même entre Tanguy Le Turquet et Sébastien Marcet. On est désormais à 250 000 d'écart entre Tanguy Le Turquet et Sébastien Marcet. Louis Duc, lui est également dans les mêmes eaux, parce qu'on voit que Marcet et Louis Duc sont extrêmement proches, avec encore une belle journée de Louis Duc, quand même 355 000 de parcouru, et derrière, les écarts se creusent. Voilà, Violette d'Orange, Éric Bédion et Arnaud Boissière, et Cora de Coleman également, qui sont dans ce petit groupe-là, n'arrivent pas à tenir les cadences des bateaux de devant, des meilleurs bateaux à dérive droite. Donc pour le moment, ça s'échappe un petit peu, mais là encore, pour l'instant, ça reste des écarts qui sont raisonnables. Je dirais, donc ça peut se refaire, surtout qu'eux ils ne sont pas encore à la moitié du parcours. Donc il faut bien se dire également, c'est-à-dire que les écarts peuvent vraiment se réduire dans les journées à venir. Guirec Soudé qui aime le vent fort, Guirec. Je rappelle encore une fois que là c'est quand même une belle préparation pour lui et Guirec Soudé, parce qu'il veut tenter le record du monde de la traversée, du tour du monde, mais pas par le sens habituel du Vendée Globe, par le sens inverse, donc dans le sens où vous prenez les dépressions en pleine gueule. Et la dernière tentative avait échoué, c'était j'ai oublié son nom, Yves Le Blévec, voilà, qui avait tenté sur le bateau qui s'appelait Actuel, sur un multicoque, ça n'avait pas fonctionné. Le record est assez ancien. Il a plus de 20 ans, je crois, ce record. Donc, il a été fait par un monocoque qui n'était déjà pas un monocoque de dernière génération à l'époque.
Donc c'est un record qui peut être battable pour Guy Soudé, mais c'est un record qui est très compliqué et on est sur plus de 100 jours de course. Hein, on est sur plus de 100 jours, donc plus long qu'un Vendée Globe, parce qu'encore une fois, les dépressions ne sont pas dans le bon sens, donc dans les mers du Sud, c'est extrêmement compliqué. Mais il se prépare bien vu les conditions qu'il rencontre. Kojiro, lui, est à 321 000. Ah oui, je voulais vous remontrer encore une fois Giancarlo Pedoté, ça va encore vite. Hein. 511 000 de parcourus par Giancarlo Pedoté, quasiment aussi rapide que les hommes de tête. Voilà, donc il va regretter, lui, de s'être bloqué comme Alan Roura dans la zone de Molle. Vous savez, quand il y avait eu la zone de Molle avant le poteau noir, eux, ils étaient restés sur la voie centrale. Et ça leur a vraiment pas du tout réussi parce qu'ils se sont restés dans de la molle avec parfois des journées où ils avaient du mal à avancer à plus de 5-6 nœuds de moyenne en 24 heures. Et ça les a vraiment sortis du groupe de devant. Donc là, ils doivent le regretter parce que vu les moyennes qu'ils arrivent à faire, on se dit bah ils auraient peut-être pu tenir un bon rythme et être au niveau de Damien Seguin, par exemple, être au niveau de Benjamin Dutreux et de Romain Attanasio. Donc ce qui doit être frustrant pour eux parce qu'ils pourraient peut-être jouer la 15e place au lieu de jouer plutôt la 20e place. Mais vous voyez, donc Giancarlo Pedoté va extrêmement vite depuis plusieurs jours. Hein. Pour l'instant, cette fin d'océan Indien se passe très bien pour lui et ça va vite également pour Jean-Luc Ham, comme je le disais, mais aussi pour Alan Roura. Jin Kunshu, donc il disait il fait très froid sur son bateau Jin Kunshu qui manœuvrait dans ces dernières heures, qui est passé pas très loin des Kerguelen. Comme vous pouvez le voir, il a fait une petite vidéo pour expliquer les Kerguelen à ses suiveurs chinois, hein, à ses supporters chinois, parce que les Kerguelen c'est connu en France parce que ça appartient à la France, mais bon, dans les autres pays du monde, les Kerguelen c'est pas vraiment le territoire le plus connu. Et puis Jin Kunshu qui disait qu'il faisait extrêmement froid dans le bateau et que c'était des conditions de vie extrêmement rudes. Et puis donc Manuel Cousin en ce moment qui va vite, 351 000 de parcouru, il passe au-dessus de l'île Amsterdam avec dans son sillage Fabrice Amédéo. Les deux sont assez proches, hein. Vous voyez, il y a moins de 100 000 d'écart, en sachant que Fabrice Amédéo va une chouille plus vite en ce moment que Manuel Cousin sur les 4 dernières heures, mais également sur les 24 dernières heures. Et puis c'est un peu plus compliqué, voilà, pour Denis Van Winberg qui lui a fait moins de 300 000 en 24 heures, mais bon, voilà, qui se retrouve maintenant dernier de la course, hein. Et forcément, quand vous êtes dernier de la course, c'est plus la même manière de courir parce que vous vous dites bah là si on veut m'aider ça veut dire que à la fois Amédéo et Manuel Cousin doivent faire demi-tour, mais ce qui peut parfois être impossible de faire demi-tour, c'est à dire que après pour être secouru ça devient beaucoup plus compliqué, donc on commence à serrer les fesses quand on est dans l'arrière-garde de la flotte de ce Vendée Globe. Allez, les statistiques sur les 24 dernières heures. Donc c'est Thomas Ruyant qui a fait le plus de 1000 en 24 heures. Par rapport à la journée d'hier, seulement 2 concurrents ont parcouru plus de 1000 km. Thomas Ruyant et Nicolas Lunven, 3e Jérémy Bayou, 4e Sébastien Simon. Isabelle Yoshke qui va très vite également comme Giancarlo Pedoté. Isabelle Yoshke qui a un Vendée Globe qui est compliqué parce que à la fois... On peut la montrer même sur la carte, puisqu'on ne l'a pas montré aujourd'hui sur MACSF. C'est qu'elle a une course compliquée parce que elle a certes réussi à prendre la dépression qui a emmené la tête de flotte vers Bonne Espérance, mais le problème c'est qu'elle n'a pas tenu très longtemps parce qu'elle était en arrière de flotte. Donc ensuite elle s'est retrouvée dans pas mal de zones de molle avec des zones de transition à gérer au niveau du vent et c'était pas évident. Elle a eu un début de course très dur aussi sur les 2-3 premiers jours et c'est là où vraiment elle a pris du retard. Isabelle Yoshke avec pas mal de fatigue accumulée. Là au milieu de l'océan Indien aussi elle était pas mal fatiguée. Isabelle Yoshke, c'est voilà, elle le dit, elle a du mal à trouver le bon rythme. Mais là, c'est peut-être ce qu'elle a réussi à faire. Et puis, belle perf, encore une fois, avec un bateau qui, je rappelle, date de 2007. Parce que certes, c'est un bateau à foil, mais c'est le bateau à foil le plus âgé de la flotte. Il date de 2007. Parce qu'au départ, c'était un bateau qui n'avait pas de foil, auquel on a rajouté des foils. Et encore une fois, comme je le disais, c'est l'un des rares bateaux auxquels ça a fonctionné. Parce que souvent, les autres ont eu des problèmes structurels. Notamment le PRB de Kevin Escoffier, qui avait eu régulièrement des problèmes structurels jusqu'à sa casse en deux.
morceau du côté, pas très loin du Cap de Bonne-Espérance, même à l'époque, sur le Vendée Globe de 2020-2021. Donc les statistiques sur les 24 dernières heures. Donc, comme je disais, Isabelle Yoshke qui est 5e. 6e, Charlie Dalin. 7e, Johan Richomme. 8e, Yannick Bestaven. Giancarlo Pedoté, 9e. Et Jean Le Cam, 10e. En sachant qu'entre Jean Le Cam et Thomas Ruyant, il y a moins de 100 km de différence de parcouru dans la journée. Donc par rapport aux derniers jours, on avait parfois des grands écarts entre les premiers et les 10e. Là, cet écart est beaucoup plus restreint. Et je disais quand même Isabelle Yoshke des belles moyennes aussi, parce qu'elle est 10e sur le classement de la vitesse entre 2 points. Donc sur la vitesse max, on va dire entre 2 points à 30 minutes. Donc c'est Isabelle Yoshke qui est 10e de ce classement. Donc elle arrive à faire des vitesses assez proches, par exemple d'un Damien Seguin ou d'un Yannick Bestaven notamment. Il y a moins d'1-2 de Yannick Bestaven. Mais le problème, c'est qu'elle a du mal à être régulière sur toutes les journées et qu'elle a un peu du mal au niveau de la fatigue. Voilà, Isabelle Yoshke, depuis le début de course. Qui a été le plus souvent leader? Charlie Dalin, bientôt 150 fois leader depuis le début de ce Vendée Globe, devant Sam Goodchild 24 fois et Johan Richomme 21 fois. Sébastien Simon, lui, est 5e de ce classement, derrière Jean Le Cam qui a été leader 14 fois lorsqu'il a décidé d'aller plein Est. Vous vous souvenez, au moment du Cap Vert. Et Sébastien Simon, 8 fois, voilà, leader depuis le début de la course. Et puis, l'écart entre le leader et le dernier concurrent a augmenté avec 10 579 km, c'est-à-dire 5 712 milles nautiques. Et Charlie Dalin n'a plus que 157 km de retard sur le record d'Armel Lecléache, c'est-à-dire moins de 100 000 nautiques. On nous avait dit des prévisions qui nous emmènent au niveau du Cap Horn le 24 décembre, entre le 24 et le 25 décembre. Donc pour la vidéo du 25, je vous parlerai peut-être du passage du Cap Horn des premiers concurrents, parce que je rappelle que normalement, à part miracle, il n'y aura pas de vidéo de 24. Donc voilà, vous pourrez avoir ces informations-là. Peut-être que si Charlie Dalin fait une vidéo, je ferai peut-être un short au niveau du passage du Cap Horn de Charlie Dalin, si voilà, j'ai des informations à ce moment-là, mais j'aurai pas plus le temps, je pense, que de faire un short ou une vidéo extrêmement courte là-dessus. Bon, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder ce soir le cyclisme à 21 h, le top 10 des moments marquants de la saison. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!